Oh ben c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Et puis ça change. Vraiment, hein, le film d'aujourd'hui, Scooby-Doo et la créature des ténèbres, parce que ils peuvent pas dire le roi gobelin comme dans la VO. En fait, ils ont un problème avec ce mot, j'ai l'impression, puisqu'ils savent même pas le dire correctement en français. Le légendaire roi du peuple Goblin. Le château caché du légendaire roi Goblin. Goblin, oui, oui. Vous avez jamais entendu ce mot prononcé avant? On dit gobelin, je suis pas complètement ignorant. Bref, c'est pas grave, ça détaille ça. Ce film-là change de la formule habituelle. Il va plus y avoir le méchant qui fait ses sales coups en prenant un costume et puis nos héros doivent le démasquer. Ben, ça va être plus direct, j'ai envie de dire. Dans un sens, c'est pas plus mal pour Joe Sixta parce que c'est plus simple, ça demande moins de travail dans la préparation du déroulé du scénario, ce qui fait que ouais, les conneries scénaristiques se ressentent moins. Il y en a quelques-unes, hein. Il y a des petits soucis par rapport à ça, mais ça se ressent moins puisque ça ne repose pas sur un twist, ah, mais qui est le grand méchant, quelles étaient ses intentions. Il y a un petit twist qui est pas extraordinairement bien géré, mais en dehors de ça, c'était quand même plutôt plus solide à un certain degré parce que bon, ça se permet des trucs beaucoup plus faciles à gérer. Et oui, je cache pas que de temps en temps, changer un peu de la formule habituelle, bah c'est rafraîchissant à un certain degré. Et ouais, ça aurait pu être mieux que ça. C'est clair que ça aurait pu être mieux que ça parce que il y a des grossièretés quand même, hein. Ça reste un film un peu discutable, mais ouais, c'est clairement pour moi le meilleur de Joe Sixta hein, par rapport aux deux autres. En partie parce que j'ai le sentiment que il travaille peut-être un petit peu mieux lorsqu'il est vraiment tout seul. Parce que je me suis renseigné en fait, parce que les problèmes principaux des films précédents, en plus de l'animation qui est cheap, bon la mise en scène visuelle qui casse pas la baraque mais c'est pas non plus affligeant, c'est surtout le scénario, l'écriture. Et ben l'écriture c'est lui en partie. Il a toujours coécrit les deux films précédents avec quelqu'un d'autre, mais là c'est lui seul qui a écrit ce film. Et disons que s'il arrive à rendre ça plus solide. En grande partie parce qu'il se donne l'avantage de changer la formule et de faire quelque chose de plus rentre dedans, mais rentre dedans qui peut passer. Et ouais, je pense que j'aurais pu apprécier très sincèrement ce film-là sans les grossièretés qui restent présentes, mais c'était plus sympathique à regarder que les deux précédents sans trop de problèmes. Enfin bref, je me suis un petit peu trop appesanti sur le background, si j'ose dire. Il est temps de parler donc du film en lui-même. Ça se passe à Halloween, et qui dit Halloween dit horreur et magie, hein, automatiquement. Et donc ils vont pas s'en priver, hein. Il y a notre groupe qui fait un petit peu ça, une fête foraine à Coolsville. Il y a Sammy et Scooby qui sont plutôt contents parce qu'ils disent ouais là on est conscient, on sait que c'est toujours des costumes et qu'il n'y a personne vraiment démoniaque derrière, il n'y a pas de magie ou quoi que ce soit. Et ça va bien leur dans la gueule ça. Tandis qu'ils rencontrent un magicien de passage qui vient d'Autriche, très imbu de lui-même, qui les voit de haut, ils se disent tiens, il nous voit de haut, on va ruiner son spectacle en montrant ces trucs devant le public, en s'immisçant sur scène comme des connards, parce que vraiment là, ils se comportent un peu comme des connards, pour dévoiler ces trucs. Et ces trucs, mais c'est vraiment tellement basique. La trappe au sol, le trou sous le chapeau, quoi. Mais vraiment, il y a absolument rien de recherché dans la façon de montrer la prestidigitation du mec. Ce qui fait que ouais, le public a tout le droit de le huer, hein, vraiment. Parce que la prestidigitation, c'est toujours des trucs, hein, c'est pas de la vraie magie. Hein. Dévoiler ça, ça serait complètement con à vouloir quelqu'un. Mais vraiment, c'est tellement basique, quoi. Et donc, ouais, il est ridiculisé, il est énervé. Ah, vous me revaudrez ça. Et ouais, ils repartent un petit peu pour suivre leur vie, au-delà de la fête foraine, avec Sammy et Scooby qui sont super doués pour demander des bonbons partout parce qu'ils ont leur super capacité à changer de costume très vite. Ah, ils n'arrêtent pas de changer de costume d'une maison à l'autre. Donc ils ont le temps de faire tout ça et pourtant ils ont pas fini la soirée quoi. Le temps est très extensible dans cette nuit d'Halloween. Hein. Elle dure carrément 3 4 jours hein, cette nuit d'Halloween apparemment. Et ouais. Ça se passe plutôt bien, seulement voilà, c'est là qu'apparaît l'élément surnaturel de la situation, puisque le méchant principal de ce film, c'est-à-dire Kortsky, est en train de fulminer. Ah, si seulement j'avais de vrais pouvoirs magiques, j'ai fait des recherches dans tous mes bouquins, tout ça, mais j'ai jamais vraiment trouvé. Et c'est là qu'il y a une fée qui arrive, comme ça.
Elle passe dans le coin pour se marrer, pour le lol. Elle se dit, tiens, j'ai envie de passer devant cette tente de magicien parce que pourquoi pas. Et donc, elle fait tomber, sans le vouloir, un livre devant lui qui contient une page décrivant le sceptre du roi Goblin, excusez-moi, qui octroierait les pouvoirs des ténèbres et il a une piste. Et seulement, elle reste pas là, la fée, elle se dit, tiens, je vais me foutre de sa gueule. Pour le lol, une fois de plus, et donc elle le ridiculise un petit peu, elle lui tourne autour constamment, il la prend pour une mouche au départ, enfin plutôt une luciole j'ai envie de dire, et c'est comme une conne, elle s'assomme contre un mur et il la capture, il trouve de suite un sort dans son bouquin qui permet de transférer ses pouvoirs à lui, et tout d'un coup il a des tas de pouvoirs magiques. Alors, ça fait partie. C'est la grossièreté la plus énorme de ce film, je le dis directement, parce que vous forcez tellement, tellement la chose à avoir lieu. Dire qu'il y a des éléments surnaturels, je veux bien, mais que comme par hasard, il se retrouve là en étant attiré par rien de précis, et que cette fée reste dans le coin alors qu'elle voit que c'est un connard et qu'elle a peut-être autre chose à faire que se foutre de sa gueule constamment. C'est tellement forcé pour amener votre scénar et à ce qu'il ait des pouvoirs magiques. Un peu trop cheaté pour ce qu'il est, parce que voilà, c'est juste une fée, mais c'est pas n'importe quelle fée. C'est la princesse des fées. Ouais, on découvrira ça dans pas longtemps, quoi. Elle se sera barrée un petit peu hors champ et elle rejoindra très vite un manoir dans lequel se rendent Sammy et Scooby, comme par hasard, la dernière maison du coin qu'ils veulent visiter, en dépit du fait qu'elle est sinistre, que ça n'augure rien de bon, mais je dis, allez, il nous manque encore une petite tonne de bonbons, hein, et on en a que 5 tonnes, une tonne en plus, ce serait bien. Je crois qu'ils en ont déjà des tonnes, mais bon, ils s'en foutent, bref. Ils se rendent à cet endroit, ils pensent que c'est désert et que c'est juste un peu excentrique, mais très vite ils se rendront compte que c'est de la vraie magie. Le mec qui dirige le coin, monsieur, je sais pas quoi, je m'en fous. Il a aucune importance particulière à part forcer un peu le scénario une fois de plus. C'est un magicien qui se présente avec une petite chanson. Witches and warlocks, ghosts and ghouls, one night a year. Et je vous avoue que ce coup-ci, je regrette un peu que ça n'ait pas été traduit en français, bizarrement, ou alors c'est la version que j'ai trouvée, parce que vraiment c'est des numéros musicaux, hein, des personnages qui se mettent dans le chant, il y en a 3 numéros musicaux comme ça, donc plutôt fourni pour un film Scooby-Doo. C'est pas les plus marquants qui soient, mais ils sont suffisamment rythmés, et puis c'est suffisamment rapide, quoi, ça ne ralentit pas en rythme, contrairement à il y a 2 épisodes de ça par exemple. Donc c'est assez cool dans l'idée d'incorporer des chansons pour essayer de faire le côté un peu spécial Halloween. Tandis que, donc, ouais, alors qu'il se présente un petit peu avec sa magie et que, Sammy et Scooby ont peur et tout ça, il y a Willow, la princesse des fées, qui a échappé donc à son bourreau et qui se rend à ce manoir pour prévenir un petit peu le gars. Mais elle a été suivie par le magicien qui ne voit pas Sammy et Scooby parce qu'ils sont cachés derrière des portes et qui la capture devant les yeux du gars qui sert à rien, quoi. Il essaie un tout petit peu de faire quelque chose, mais ses pouvoirs magiques sont dérisoires face au pouvoir de la princesse fée, qu'il a piqué comme ça avec un sort à la con qu'il a trouvé sur un bouquin. Et ouais, il lui renvoie un petit sort rapide. Par le pouvoir des dieux, en vulgaire rongeur, tu te sentiras mieux. Alors, un petit truc, les lapins ne sont pas des rongeurs. Le nombre de fois qu'on m'a cassé les couilles en me reprenant là-dessus, pour une fois que c'est moi qui peux le faire, ça fait plaisir. Les lapins ne sont pas des rongeurs. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises. Hein, donc, ouais. C'était une mauvaise traduction. Je ne sais pas si c'était pareil en VO. Bref, il est transformé en lapin, mais ça changerait en fait qu'il a toujours ses pouvoirs. Le mec se bat parce qu'il a en vue le sceptre du roi Gobelin, une fois de plus. Et donc, ouais, il y a le magicien transformé en lapin qui n'hésite pas de temps en temps à faire quelques petites références à Alice au Pays des Merveilles, histoire d'eux, qui leur dit oui, vous devez les empêcher, vous rendre dans le pays outre-terre pour trouver le sceptre du roi Goblin et l'empêcher de la voir. Et ça fait partie des trucs très bizarres. Très bizarre dans la présentation en fait par rapport à la petite révélation de fin.
C'est un petit peu le truc, hein. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas un film génial, hein, vraiment pas. Hein. C'est pas parce que je dis que c'est un peu rafraîchissant que tout d'un coup c'est extra, hein, clairement pas, hein, clairement pas. Mais bref, ouais, il dit, mais il faudrait que vous alliez dans ce pays avant, parce que sinon, voilà ce qui risque d'arriver. Je vais vous apprendre à fourrer votre nez dans les affaires d'un magicien. Référence au visiteur du futur, et j'aurais pas été contre qu'on joue un peu mieux là-dessus, parce que il leur dit juste que ça promet quelque chose de grave, il leur montre une vision du futur où leurs amis seront transformés en monstres, et tu te dis, ah ouais, ils vont empêcher ça la dernière minute, ou ils feront en sorte que ça joue un rôle ou quoi que ce soit, mais non, comme on le verra, non. Hein. Parce que Fred, Daphné, Vera, ils servent absolument à rien, quoi. J'ai même envie de dire qu'ils sont plus du genre à ennuyer qu'aider, mais bon, on en parlera rapidement le moment venu. Et donc, ouais, quoi, le mec s'apprête à avoir les pleins pouvoirs s'il a le sceptre du roi gobelin, bah, il en aura beaucoup trop et ce sera un petit peu le chaos. Donc, ils sont pas trop chauds pour ça, d'autant plus que le mec est pas partant pour les accompagner. J'aimerais pouvoir vous aider. Mais manque de bol, j'ai ma séance de vasectomie privée dans une demi-heure, je ne peux pas! Aucune raison pourquoi il peut pas. Vraiment, c'est complètement con. Et tout ce qu'il fait pour les aider, c'est leur donner des cartes magiques qui permet de faire un sort. C'est une sorte de parchemin magique que tu prononces et puis paf, ça fait un sort, quoi. Seulement, c'est des conneries, ça sert à rien, ça sert à rien, quoi. Ce sera vite jeté au bout d'un moment pour des tas de gags et puis c'est tout. Et ouais, ils prendront un train fantôme qui volera dans les airs, mais qui s'arrêtera à mi-chemin quelque part juste à côté d'un endroit qui les aidera, parce que voilà, ils vont dans le monde des monstres et c'est pas super bien fait, quoi. Ces 20 premières minutes, elles sont ultra grossières. Et je m'attendais vraiment à partir de ça à avoir un film très très médiocre. Je vous dis clairement, les 20 premières minutes, voilà. Ça vient tellement n'importe comment, quoi. Il vous les amenez à cet endroit de façon complètement grossière, du comme par hasard ridicule, des trucs que vous sortez de votre cul. Je veux dire, au bout d'un moment, ça finit par se calmer et raconter quelque chose qui se suit acceptablement. Et quand je dis acceptablement, c'est pas plus, quoi. Hein, faut pas non plus exagérer. Hein, puisque, oui, ils finissent par tomber dans un endroit qui est gardé par un loup-garou. Dans un gag que j'ai trouvé plutôt drôle. Et ils lui font croire qu'ils sont un peu un de ses compatriotes, un de ses congénères. Et ils parviennent à pouvoir entrer dans un bar à monstres où il y a différents types de créatures. On est... Bon, je vais pas dire créatif parce que ce serait un petit peu insultant. Oui, c'est des créatures ultra typiques, mais on est généreux. On est un peu généreux dans les différentes représentations, des squelettes de partout, différents types de créatures. Petit bémol, on voit Quasimodo dans ce bar à monstres. Quasimodo n'est pas un putain de monstre. Je ne comprendrai jamais les gens qui mettent Quasimodo avec les monstres typiques de ce type-là. C'était pareil avec Hotel Transylvanie, c'était n'importe quoi. Bref, c'est un détail de 5 secondes, là c'était largement pire dans Hotel Transylvanie. Bref, il croise un petit peu tout le monde, il se lance dans un numéro musical, un autre, et lorsqu'ils finissent par évoquer le nom du roi Goblin, tout le monde finit par avoir peur, parce que vous voyez, ce sont pas des monstres très téméraires. Ils disent, ah bon, le roi Goblin, non, oh, il vous fait peur, tout ça. Et rien qu'à l'évocation de ce nom, ils sont même confrontés par des gardes, les deux gardes bébêtes très... je sais pas, Bulk et Skull, qui sont un petit peu ahuris et qui essayent un tout petit peu d'être des menaces, mais pas plus, quoi. Bref, ouais, c'est histoire d'eux. Et ils sont aidés par Jack O'Lanterne. Donc, ouais, une citrouille qui s'est fait grimer et qui a une petite bougie dans la tête. Ça aussi, c'est un truc qui arrive presque jamais en France, c'est très typique américain ça. Et ouais, donc le gars est conscient, tout de suite il se dit, ah, je m'attache à ces deux gars-là pour aucune raison particulière. Je m'attache à ces deux gars-là pour aucune raison particulière, et donc je vais parler avec eux, discuter un petit peu, tandis que, ouais, il y a un pseudo-lien qui est censé être créé alors que pas trop. C'est quelque chose qui aurait mérité d'être plus travaillé. Je trouve pas que ce soit affligeant, j'ai envie de dire, dans un sens, peut-être que le gars s'ennuie et qu'il voit que deux gars particuliers qui ont envie de voir le roi gobelin ont un certain courage et donc ça l'excite à un certain degré à cet égard-là, quoi. Mais
Ça aurait pu être mieux fait, quoi. Tandis qu'ils se confronteront au cavalier sans tête dans une séquence très longue de cartoon qui est pas la meilleure, mais qui passe, voilà, pour bien appuyer que bon, ils œuvrent tous les trois ensemble. Et parallèlement, on va suivre un tout petit peu, donc le gros méchant. J'ai oublié son nom, Korski ou un truc comme ça, je m'en fous. Il a fait un appel Skype sur Miroir Magique au roi Gobelin. Et en lui disant hey, j'ai la princesse fée, ça vous dirait d'échanger avec moi votre spectre contre elle? Et très vite, tu te demandes pourquoi, en fait, le gars voudrait faire ça. Il y aura une raison, une explication à ça. Mais pourquoi le mec voudrait changer son spectre qui lui donne ses pouvoirs magiques assez importants pour une princesse fée que... Bon, qu'est-ce qu'elle représente pour lui? On donnerait une raison à ça. Donc c'est un truc que j'apprécie parce que je me suis posé la question pourquoi il accepterait de faire cet échange comme ça. Tandis qu'il y aura donc Fred, Daphné et Vera qui existent. C'est bien, ils existent, ils servent à rien mais ils existent, et qui suivent un petit peu cette conversation. Ils recherchaient un petit peu Sammy et Scooby qui ont disparu, et ils tombent comme par hasard sur cette conversation, avec une réaction que je trouve très drôle de la part de Vera, qui voit sa conception de l'esprit cartésien très mis à mal. Il y a quelques petites touches comiques ici et là qui passent bien, vraiment. Et ouais, après avoir vu ça, et en essayant de faire fi de ce qu'a vécu Vera, il y a Fred et Daphné qui essayent de faire quelque chose parce que ça a l'air grave. Et ils vont pas accomplir grand chose, comme je l'ai dit, hein. Tandis que, bon, on va se centrer une fois de plus, très principalement sur Sammy et Scooby, qui après donc leur lutte contre le cavalier sans tête, seront laissés par Jacques Lanterne devant une maison de sorcières. Qui leur donneront la direction pour aller au château du roi Gobelin, qui organise une soirée festive, une soirée dansante. On fête l'anniversaire du château, un truc comme ça. Il y a une soirée dansante avec tous les gobelins, ceux qui peuvent passer, ceux qui ne peuvent pas passer. C'est select. Ok, et on passe un peu de temps sur ces trois sorcières, histoire de rembourrer un peu le film. C'est clair et net que, sans doute, ça serait mieux passé en épisode de Quoi de neuf Scooby-Doo spécial de 20 ou 40 minutes, quoi. 20 minutes, je pense qu'il y aurait moyen de rendre ça un peu fort et de faire un rythme pas mal. Mais bon, 40 minutes aussi, ça aurait pu passer. Mais bon, il faut encore que ça rembourre un petit peu. Et donc, on passe beaucoup de temps sur ces sorcières. Et quelques gags qui passent, d'autres moins. Je vous cache pas quand même que j'apprécie que ça ose faire quelques gags macabres de ce type-là, par exemple. Je les ai préparés à partir de rien, selon une de mes recettes secrètes. Dommage que ce vieux rien soit mort, il me manque déjà. C'est pas hilarant, mais ça passe. Et le fait qu'on appuie un côté un peu macabre avec beaucoup de squelettes, à un moment donné aussi très drôle sur un prisonnier squelette entre Sammy et Scooby. Il y a des moments qui sont sincèrement drôles. C'est peut-être aussi le problème que j'ai avec les deux précédents films de Joe Sitchkas, que ça m'a quasiment jamais fait rire. Ça tombait souvent à plat et ça donnait l'impression d'être forcé. Là, c'est plus légitime, les blagues. Les blagues méritent un petit peu le coup d'œil si vous êtes un petit peu dans cette atmosphère-là. Vraiment. Donc, ouais, quand elle leur indique la direction, elle leur donne leur balai qui est doué de conscience, ce qui est assez cool, même si au début c'est un petit peu une métaphore de l'érection, presque. Le mec il est un petit peu, oh, on veut pas jouer avec moi, on veut pas me monter dessus, je suis tout raplapla, mais quelqu'un veut me monter dessus, boing. Elle m'a trop fait penser à ça. Je sais pas si les dessinateurs ont eu ça en tête, mais le parallèle phallique m'a paru un peu évident personnellement. Mais c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui l'esprit mal placé, c'est pas impossible. Enfin bref, balai qui a une petite personnalité, donc il est content d'avoir celui-là pour le monter. Et qui, excusez-moi, c'est puéril, et qui donc se rendent devant la file, l'entrée pour la soirée du roi Goblin. Seulement voilà, c'est select comme je l'ai dit, et il faut certains costumes, enfin... Il faut avoir un certain standing et ils prennent des potions de transformation des sorcières pour bien passer. Et c'est là que je trouve ça un peu bête dans l'idée parce que ces potions de transformation, ben, c'est juste eux qui se travestissent en femmes.
en Daphné et Vera plus précisément. Et j'ai envie de dire, ils ont fait ça sans potion magique, il y a 2 films de ça. Très rapidement, on voit qu'ils ont cette capacité à changer de vêtements très rapidement, même au début de ce film-là. Donc, ça servait à quoi les potions magiques des sorcières? Je comprends pas très bien ce délire. C'est le petit truc, j'ai pas bien saisi pourquoi vous avez fait ça, si c'était pour un petit truc comme ça, quoi. Et puis bon, étant donné qu'ils sont perçus comme sexy par les gobelins du coin, c'est chacun ses goûts, quoi, et elles peuvent passer. Enfin, ceux qu'ils croient être des femmes peuvent passer, et donc ils peuvent s'infiltrer un petit peu, alors qu'il reste plus que 5 minutes avant minuit, alors qu'on a dit que ce serait difficile de rentrer, quoi. Ils n'ont pas de chemin de sortie évident. Ce sont des détails sur lesquels je reviendrai plus tard. Et donc il y a un petit suspense relativement pas mal, où ils essayent un petit peu de danser avec tout le monde pour bien passer, mais en essayant quand même de mettre la main sur le sceptre, jusqu'à donc la dernière minute où ils se font repérer, ils mettent quand même la main sur le sceptre, puis il va peut-être arriver à se barrer ou pas, mais non. Non, c'est le moment un petit peu fort du film, où c'est l'échec. Il y a le roi gobelin qui les rattrape, qui reprend son sceptre, et qui les fait enfermer au cachot, tandis qu'il part pour son échange avec Trucmuche. Kertzky, voilà. C'est pas un nom qui se retient pour moi, je suis désolé. Hein. Donc bref, voilà, l'échange se passe pas super bien parce que voilà, il le menace, mais il insiste un petit peu. Il dit ok, je te donne mon sceptre, mais tu me rends la fée. Mais c'est là que Fred et Daphné mettent en place leur piège qui ne touche que le roi gobelin, mais pas Durski, et donc lui il a droit à tout en fait. Hein. La fée a beau être un peu libérée, il s'en fout un peu puisqu'il a déjà ses pouvoirs, et il a le sceptre gobelin, ce qui fait que il a les pouvoirs gentils, les pouvoirs de lumière et les pouvoirs des ténèbres en même temps. Parce que les fées représentent les pouvoirs de lumière et des ténèbres. J'en ai pas parlé, mais à un moment donné, il y a Sammy et Scooby qui tombent sur un village des fées qui les aide rapidement, histoire de dire. On essaie de mettre ça en avant, et le fait maintenant qu'ils maîtrisent les 2 magies, semble-t-il, c'est un peu ce qu'on veut mettre en place, ça crée une sorte de distorsion, et maintenant il est super puissant, et il devient une espèce de gros tas monstrueux qui peut voler, qui peut commander les créatures, tout ça, tout ça. Et l'avènement du mal et sur nos terres et tout, et je pense que ça aurait été très fort avec, je sais pas, un méchant un tout petit peu plus recherché que ça. Parce que c'est juste quelqu'un, ah, je veux de la magie, ah! C'est tout en fait. Il n'a pas de grand développement, de grande motivation. C'est le méchant qui veut le pouvoir parce que voilà, c'est bien. Vous lui donnez pas une personnalité particulièrement prenante au-delà de ça, quoi. Ça peut être quand même cool si le gars a une personnalité vraiment sympathique ou vraiment c'est un connard mais vraiment fascinant à suivre, mais pas vraiment le cas. C'est le gros blaireau qui veut le pouvoir, quoi. C'est un peu dommage. Ça n'aide pas vraiment à appuyer la force de votre confrontation finale. Alors bon, il y a Fred, Daphné et Vera qui essayent de se barrer un petit peu face à lui, qui n'y arrivent pas trop. Dans un moment de suspense qui est pas mal, mais qui est un peu défait par le fait que ça amène à rien. Parce que voilà, il y a le mec qui a des pouvoirs et qui a le pouvoir de tout vicier en magie, donc il transforme la Mystery Machine en monstre, et j'avoue que non, mais je trouve ça créatif et intéressant d'avoir ce véhicule qui les aidait à être une sorte de monstre qui les pourchasse. Vous imaginez, c'est très intéressant. C'est un détail. Il le fuit rapidement un petit moment, et c'est un détail. Et au bout d'un moment, de toute façon, ces 3-là, ils finissent par être pris par le méchant et être transformés, comme dans la vision du futur que Sammy et Scooby ont vu et qu'ils n'ont pas empêché. Et ça n'amènera à rien. T'as Fred qui devient un vampire, Daphné qui devient une sorcière et Vera qui devient un loup-garou, et tu te dis peut-être que ça sera des dangers en plus, des menaces en plus à affronter pour Sammy et Scooby qui devront sauver la situation à eux seuls puisque c'est eux les grands héros de cette histoire. Mais non, c'est juste du décor après. Donc c'est un peu dommage, et ça vient du fait que bon, il y a Sammy et Scooby qui se lamentent un petit peu, la phase échec, est-ce qu'on va y arriver, on a fait de notre mieux, mais ils sont aidés par les fées qui viennent les sauver parce que bon, elles peuvent entrer là sans trop de problèmes, ce qui est relativement logique quand on sait le rebondissement de fin, mais ouais, leur lamentation dure pas très longtemps et pas aussi forte qu'elle le pourrait, parce que on aurait pu rendre ça un petit peu plus fort en les faisant se sauver eux-mêmes. Ne serait-ce que, vu la taille des menottes, ils pourraient facilement visser leurs bras hors de là. Ça fait partie des nombreux détails visuels qui méritent un petit peu, quoi. Vous n'êtes pas fichu de dessiner
des menottes logiques. C'est si compliqué de dessiner des menottes qui donnent vraiment l'impression qu'on peut pas s'en sortir. Parce que vraiment, quoi, le nombre de dessins animés qui sont pas foutus de faire ça, alors que pour moi c'est évident, vous faites juste des menottes qui cachent tout le poignet, qui donnent pas l'impression qu'on peut les enlever comme ça, quoi. En quoi c'est compliqué de faire des trucs à la bonne taille? C'est comme ceux qui dessinent des prisons avec des barreaux où n'importe qui pourrait passer tellement ils sont espacés. Comment vous pouvez être nul à ce point en termes de dessin? C'est tellement basique à faire dans la logique. Excusez-moi, c'est un détail visuel. C'est un détail visuel. Bref, ils parviennent à se sauver grâce au fait qu'ils les aident un petit peu. Et alors qu'on a mis en place, un petit peu mis en avant à plusieurs reprises que c'était difficile de sortir de cet endroit-là sans magie, ils n'ont pas utilisé le sceptre du roi. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Donc, comment ils vont faire? Le balai magique, il peut. Il peut les faire sortir de là sans problème, en dépit du fait que minuit est passé, alors qu'on leur a dit que minuit c'était une heure butoir importante. Non, ça va. C'était bien la peine de mettre en place le danger de l'horaire et du fait que c'était difficile de revenir, quand au bout du compte, ça se fait très vite avec le premier balai magique qui vient. C'est un détail, c'est pas le plus grave. Enfin bref, il y a Sammy et Scooby qui arrivent à la rescousse à la fin pour lutter dans les airs contre le gars, et ça va vite. Ça va très vite, quoi. Il y a Jack Lanterne qui les aide un tout petit peu, histoire d'eux. Il y a Scooby qui prend possession du sceptre en lui enlevant des mains, et c'est lui qui finit par avoir les pouvoirs. Et voilà. Et grâce à ça, il défait toute sa magie, tout le monde va mieux. Le pouvoir de la fée arrive, et le roi gobelin, oui, qui avait été transformé en oie, c'est ça, retrouve sa forme normale, voilà, on est content. Ça aurait mérité d'être plus détaillé que ça, quoi. Le combat de fin fait très rushé. Et ça aide pas vraiment à cimenter le méchant du moment comme quelqu'un de très notable, quoi. C'est dommage. Je pense qu'avec cette même configuration, en amenant mieux les choses et en créant un méchant principal plus intéressant dans sa personnalité, peut-être même dans ses motivations, vous auriez pu faire quelque chose de vraiment bon, quoi. Enfin bref, il ne reste plus qu'à parler de la résolution fin, de l'épilogue et du petit rebondissement, parce que on apprend en guise de dénouement de fin que la princesse Willow des fées est en fait la fille du roi Goblin. Et donc oui, ça explique pourquoi il était prêt à même troquer son sceptre pour l'avoir, parce que si c'est sa fille évidemment, mais ça explique pas tout en fait. Parce que, ok, je veux bien accepter le fait que il maîtrise la magie des ténèbres et elle maîtrise la magie de la lumière, mais ils sont quand même en harmonie, ils gardent un certain équilibre. Moi je trouve ça plutôt cool dans l'idée, c'est pas ça le problème. Le problème c'est pourquoi le magicien au début du film leur a dit il faut que vous preniez possession du sceptre du roi Goblin avant que le mec s'en empare. Pourquoi t'as pas juste dit il faudrait que vous préveniez le roi Goblin, que vous aidiez le roi Goblin face au gars, ou que vous luttiez face au gars pour qu'il ait plus son pouvoir? Le roi Goblin, il était pas vraiment méchant, même s'il y a des moments où tout le monde avait peur de lui, mais bon, j'imagine que c'est le côté ténèbres, Halloween, tout ça. Mais si le gars est plutôt du genre pour l'équilibre à un certain degré, pourquoi vous pouviez pas faire en sorte d'œuvrer avec lui? Pourquoi vous nous avez fait croire que c'était un gros méchant en fait? Alors peut-être qu'il est méchant à un certain degré, mais pas. C'est bizarre, ça c'est aussi un truc quoi, peut-être mérité d'être développé un peu plus. Peut-être qu'il y a cette espèce d'équilibre aussi dans le fait de coexister sans être totalement d'accord, quoi. Genre, je représente la lumière, toi les ténèbres. Je suis pas d'accord avec tes actions, mais je sais que j'ai besoin de toi pour vivre, tout ça, tout ça. C'est pas développé plus que ça. Et je sais pas, cette révélation, elle est un peu bête en soi. Ou alors elle aurait dû être amenée un peu différemment, mieux mise en place, plus appuyée par rapport à ce qu'on a eu avant. Peut-être que ça aurait laissé une marque plus notable. Alors que bon, ouais, le gros méchant Kursky finit par être donc envoyé dans le royaume des ténèbres. On ne sait pas exactement ce qu'il va lui faire le roi Goblin, mais ouais, avec ce que tu nous as fait, espèce de vermine, attends-toi à avoir un bon retour de bâton.
Tandis que, en partant, ils décident de féliciter Sammy et Scooby pour leur grande action et de faire oublier toute cette histoire à Daphné, Fred et Vera pour une raison qui m'échappe. Histoire de dire que voilà, Sammy et Scooby, ils ont accompli quelque chose de grand, mais il n'y aura que pour s'en souvenir, et donc il y a un peu cette satisfaction-là qui suffira en elle-même plus que la reconnaissance. Ok, pourquoi pas? C'est un peu aléatoire, je vois pas pourquoi c'était nécessaire de sa part d'effacer les souvenirs de Fred, Vera et Daphné là-dessus, mais bon, c'est un détail, c'est un détail. Et donc ça se termine, bon, sur un effet plutôt cool, un petit gag à la fin, typique de Scooby-Doo, blablabla, c'est... C'était pas fameux parce que c'est trop grossier, beaucoup trop grossier, ne serait-ce que les 20 premières minutes, et les 20 premières minutes c'est pas rien. C'est gros, les 20 premières minutes dans un film d'1h10. Hein. Mais je peux pas nier une seule seconde qu'il y a une nette amélioration dans l'approche. Déjà, les jeux de mots vaseux, il y en a presque aucun. Par rapport aux deux films précédents de Joe Chichka, je vous assure que c'est un gros plus. On essaye de gérer une configuration très différente de d'habitude, qui est rafraîchissante, vraiment, et il y a des gags qui passent bien. L'atmosphère halloweenesque, bon, bon enfant, ça reste bon enfant sur les bords, est quand même plutôt cool dans l'idée, même si je suis pas fan d'Halloween, hein, je le rappelle, hein, c'est pas une fête qui me fasse très chaud ni froid, mais il y a vraiment ce problème de grossièreté dans la façon d'amener beaucoup de vos éléments et de gérer certains de vos éléments. Je pense que dans les mains plus expérimentées, en termes de mise en scène, ça aurait pu être un film vraiment sympathique, qui assumerait totalement son petit délire Halloween et qui irait à fond dans cette histoire, ce danger et les confrontations qui vont derrière. Tel quel, il y a beaucoup de trucs qui sont grossiers et qui sont mal exploités. Qui font que, ouais, j'aime bien le concept de ce film, j'aime bien certaines idées, certaines scènes indépendantes, mais globalement, ça se ramasse un tout petit peu. Et quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu. Je mettrais il est 9,5 sur 20. Voilà. Il y a des choses quand même qui peuvent être appréciées là-dedans, je pense. Et si ça vous a plu de suivre ce film, je peux comprendre en quoi. En termes d'atmosphère et d'humour, c'est quand même largement mieux que ce qu'on a eu avant, c'est sûr. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour la suite, évidemment, on va refaire une pause là-dessus. Nous sommes en pleine vacances de juillet-août, donc c'est pas impossible que je fasse une petite semaine sabbatique où je ne produis rien. Et on va repartir juste après sur la saison 3 d'Amphilia. A très bientôt, bye!